si on ouvrait la fenêtre en grand? Bienvenue, merci d'être à l'écoute. Vous avez rendez-vous avec votre podcast Ouvrons la fenêtre. Je suis Sophie Noailles, journaliste, et je souhaite continuer à donner la parole dans un monde où tout se vaut pour y voir un peu plus clair et puis comprendre. Je vous invite donc au fil de mes émissions à ouvrir ensemble nos fenêtres grâce à des tranches de vie qui font sens, des livres et leurs auteurs, des personnalités qui nous emmènent par les chemins de traverse pour nous aider à élargir nos horizons et nourrir notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti. Avec ce deuxième confinement, je tenais à ouvrir la fenêtre sur un restaurateur parti de ses professions très impactées économiquement. Je me suis arrêtée à mi-chemin de la rue Boulard, dans le 14e arrondissement de Paris, chez Nordine Labiade, le chef du restaurant qui s'appelle à juste titre À mi-chemin. Nordine et son épouse Virginie en ont fait un lieu convivial et chaleureux, emblématique du quartier, autour d'une cuisine gastronomique succulente, mêlant les saveurs orientales et européennes comme un pont entre les cultures et les femmes et hommes de bien et de paix. Alors, symbole de cette union, notamment le couscous, un plat pour tous décliné par Nordine en 100 recettes dans son dernier livre Couscous pour tous, paru récemment aux éditions Solar. Ce podcast est une invitation au voyage, dans la bonne humeur, les parfums d'ailleurs et la passion du service. Allez, passons à table avec Nordine à travers ce micro. Nordine, bonjour. Bonjour Sophie. Alors, on est au restaurant, là, mais c'est un peu particulier quand même aujourd'hui. Le restaurant, il est ouvert que pour toi. Il est ouvert que pour moi. C'est un honneur et en même temps, c'est particulier. Il y a personne, il y a pas d'ambiance, mais on va voir que le restaurant continue quand même de fonctionner et bien heureusement. Nordine Labiade, on est à mi-chemin dans le 14e arrondissement. C'est toute une vie de quartier. À mi-chemin, c'est l'ambiance du quartier, c'est le voisinage, c'est des personnalités qui passent ici. On se sent bien dans cet endroit. On se sent à sa place. Ouais. Moi, je me sens à ma place le matin, à faire mon travail, les gens qui passent, ils se sentent à la place. Et c'est agréable qu'il n'y a pas de... Tout le monde se croise et du coup, ça fait une ambiance, comme tu dis, une ambiance du village. Parce qu'on croise les médecins, l'ouvrier, les voisins, les touristes, les étudiants... les autres commerçants du quartier aussi. Voilà, les voisins, les livreurs les matins, les gourmets les midis, et comme ça tous les jours. Donc on a du mal à fermer. Quand on ferme, on a besoin de vacances, mais on a du mal à fermer le village. On a du mal à fermer le village et en même temps, heureusement, pendant ce confinement, la vie continue. Nous, on essaye de faire notre travail, ça veut dire nourrir, faire à manger. Et on a décidé de faire de la vente à emporter et continuer à travailler même à 20% de notre rythme de travail. Mais on ne se sent pas, c'est plus facile, c'est moins triste de travailler qu'attendre. Attendre, ouais. Quand on est passionné de cuisine, ouais. Depuis tout petit, quand on est passionné des autres aussi. Oui, de servir surtout. De servir, de faire de la cuisine pour tous. Voilà, cuisine pour les autres, pour tous. Du couscous pour tous. Ouais. Entre autres, le livre Couscous pour tous. Ouais. Ah oui, je voulais libérer le couscous en fait. Je voulais que le couscous, il soit personne, elle va enfermer le couscous avec une identité ou une règle. Donc on a fait du couscous traditionnel, mais on a fait du couscous qui a adapté. Pourquoi le couscous avait une identité trop marquée? On le réservait vraiment à une certaine population, à des familles en particulier? Population d'Afrique du Nord, ou les juifs maghrébins, ou un peu, on essaye de mettre une identité, mais moi je voulais libérer de cette identité, qui soit un couscous de nous, autour de nous, un couscous adapté aux personnes qui ont envie de les réaliser ou les manger. Parce qu'un couscous, finalement, quand on feuillette le livre, Couscous pour tous paru aux éditions Solar, un couscous, ça peut se faire avec tout. Oui. Et à n'importe quelle heure, et on peut passer 3 ou 4 heures à faire un couscous. Comment on peut faire un couscous en 3 quarts d'heure aussi? Oui, alors là, il faudra m'apprendre à faire un couscous en 3 quarts d'heure. Alors, c'est vrai que on voit les marmites, on voit, quand on aperçoit la cuisine à mi-chemin, on voit tout un tas de marmites, etc. Ouais. Ce sont les symboles aussi du couscous, la cuisine familiale, un plat familial.
Ouais, un plat pour beaucoup. Il y a un plat qui mijote, un plat et on reste. On n'arrive jamais à faire un couscous juste. Quand on finit l'assiette, il n'y a plus rien. Il y a tout le temps, on reste, ou on reprend. Même si on reste pas, on va se resservir. Et entre autres, il y a le pot-au-feu, il y a la blanquette des veaux, il y a la bouillabaisse, tout ça. C'est des plats qu'on aime beaucoup, qui nourrit beaucoup de monde et qui on ne veut pas le perdre. Et donc, les marmites, il y en a tout le temps des marmites autour de moi. Il y en a même dans la vitrine. Ouais. Ah oui, on a l'aligné. Oui. Les gens me demandent est-ce que c'est à vendre. Je dis non. Ah. Mais je les donne l'adresse, vous pouvez les acheter. Mais... il y a les livres et puis il y a les marmites. Voilà. Et puis, bon, la déco du resto, on espère que vous pourrez rouvrir vite quand même au public pour redécouvrir ce lieu, parce que c'est vrai qu'on sent la touche familiale ici, on sent la touche chaleureuse, bonne humeur, accueil. Bon, on se sent bien, on a envie de rester. Les quelques fois où je suis venue ici, j'ai senti ça. C'est un lieu où on a envie de s'asseoir et se poser. Et rester. Comme c'est grâce à Virginie, mon épouse, c'est comme un port de pêche dans le Morbihan, où il y a un café ouvert qui attend tout le temps les pêcheurs de retour. Ou quand ils partent pas à la mer, ils sont tout le temps là, on attend qu'ils partent. Parce que Virginie est bretonne. Hein. Oui. Et donc, pour les décorations, c'est elle qui est son équipe. C'est pas de décoration, c'est nos œuvres et des artistes amis ou des artistes des quartiers. Des souvenirs. Et si un jour les choses bougent, c'est de ma faute. C'est moi je bouge les choses. Le couscous, Nordine, c'est quand même un plat méditerranéen. Vous êtes le symbole aussi de ce lien, de ces ponts que vous voulez créer entre les différentes cultures, entre les différents pays. Ouais. On va parler aussi de la Corse. Alors on va parler évidemment de la Tunisie parce que c'est le pays qui vous a vu naître. Oui. Moi, je sentais un soif des Français, des 7 pays que j'adore et qui m'a adopté avec amour aussi. Je sentais un soif de l'autre rive des Méditerranée. Et j'ai tout le temps refusé de porter le chapeau du couscous et d'autres. Et à un moment, je me suis dit, je commence à être égoïste. Je dis, moi, j'ai les méthodes de l'autre côté et j'ai compris comment on vit ici. C'est moi, les personnes, que je peux faire le pont de bien ici et de bien là-bas. Qui a un apport mutuel. Voilà. Et je me suis dit, pourquoi je garde ça pour moi? Moi, je comprends les gens des deux côtés. Je peux adapter un langage à travers mes plats qui est convenable aux deux populations. Et apparemment, ça marche. Alors, c'est quoi ce langage mystérieux, ce langage magique qui unit les peuples? Il faut cuisiner du terroir et local, avec les coutumes du pays où on vit, mais un léger pincé de voyage, d'exotisme, qui ça fait voyager l'un, ou ça confirme l'identité ou le racine de l'autre. Il faut que ce soit tout le temps un équilibre. Il faut pas que quelque chose prend sur l'autre, sinon on devient spectateur. Et même quand on va voir une pièce de théâtre ou un match de foot, on est spectateur, on a envie de participer de temps en temps. Et donc, moi, je laisse les gens participer dans ma cuisine. Est-ce que les gens, justement, qui découvrent ces couscous pas comme les autres, parce que ce sont des couscous pas comme les autres, sont surpris? Alors, agréablement surpris, positivement surpris, mais est-ce qu'ils sont surpris ou ils attendent justement le couscous traditionnel et qu'il fallait changer ça? J'ai tout fait pour changer ça, mais j'ai fait aussi le couscous traditionnel. Mais j'ai fait un couscous qui nous ressemble. Parce que je vois les choses changent. On a moins de temps, on a moins de... Je voulais aussi qu'on arrête à garder le couscous de cette manière un peu... le couscous copieux, pas cher, fait... avec des produits pas chers aussi. Ouais, on nommera pas les marques. Hein. Ouais. On trouvait les fameux couscous dans les grandes surfaces à un moment donné. On voyait ces publicités passer à la télévision et c'était vraiment, j'allais dire l'ersatz. C'était pas le couscous. Ouais. Moi, je prends le même plaisir de préparer un couscous et la même importance que quand je prépare un bourguignon ou un sauté de veau ou un plat plus noble, ou mes coquilles Saint-Jacques, ou mes riz de veau, je les donne les mêmes importances. Mais avant, les gens ne donnent pas les mêmes importances. Soit ils vont pour un lieu dédié pour,
qui est un peu folklorique plus ou moins. Mais moi, j'ai refusé toute cette C'est le couscous en cuisine gastronomique. Voilà, les couscous qui nous rassemblent. J'ai mis le couscous, un plat comme un autre dans une carte, comme un risotto. Le risotto, elle a passé les mêmes chemins. Hein. Il est resté italien. Et après, petit à petit, on fait du risotto comme on veut, on l'a adapté à la cuisine française. Alors, avec ces inconditionnels quand même qui reviennent, évidemment, on va évoquer les épices Oui. Et les aromates. Voilà, les épices, c'est les pièces maîtresses, le légume de saison, et après, il y a liberté dans le couscous, qui chacun il peut rajouter quelque chose qui lui tient à cœur, et après, ça l'appartient. Et c'est ça qu'on change du foyer avant en Tunisie. On n'a jamais les mêmes couscous, mais les mêmes ingrédients. Chaque famille a son couscous. Voilà, chaque famille, elle utilise d'une manière, plus ou moins épicée, plus ou moins parfumée, plus ou moins... elle peut être fade aussi, ça dépend. Et les gens stackent avec ces couscous. Mais les plus gros amateurs au monde de français, c'est le couscous, c'est le français. J'ai jamais compris pourquoi, mais... Ça a changé, à un moment donné, on a dit, tiens, c'était la pizza, ouais. On est passé au couscous. Ouais. Mais c'est devenu un plat maintenant presque mondial, de tradition mondiale. Ouais. C'est dommage, la pizza, ça fait des mal à toutes les gastronomies mondiales. Hein. Ouais. Partout, je vois en Corse, où on voit les mots pizza, c'est partout. C'est la globalisation. En Tunisie, on peut passer une semaine à l'hôtel. Si on a la chance, on va manger un couscous un jour sur une semaine. Donc, je pense, les beaux jours de couscous, ils démarrent de France ou de Paris. Grâce à Nordine. Grâce, j'espère, à tout le monde. Grâce à tout le monde. Ouais. Mais non, qu'on prépare nos couscous avec les meilleures viandes de mon voisin, si on peut nommer Hugo Desnoyers. Et depuis 20 ans que je travaille avec lui, et maintenant, il nous prépare un merguez sur mesure. On prend les boulettes de veau, on prend tous des produits très nobles, avec des bêtes bien élevées, dans le respect de l'animal, et je suis fier de ce partage aussi. De ce partage et de ce partenariat entre commerçants locaux. C'est ça qui est intéressant dans un quartier, c'est aller pouvoir acheter ses légumes à côté, justement la viande de chez Hugo Desnoyers. Le fromage à côté. Moi, j'ai rêvé d'habiter dans un village et je serais le bistrot du village, du seul, avec une école ou une église et des gens qui courent et un terrain de boules. Donc je pars ici à faire ça. On est presque. On y est presque. On y est presque. On est presque. Dans le quartier du 14e, là, près de la rue Daguerre. On est presque. Il y a la place des... Mes enfants, ils ont joué au foot sur la place de la mairie. Nos voisins. Moi, de temps en temps, j'oublie le restaurant ouvert. Il y a un client ou un voisin qui m'appelle, me dit, mais vous ête là ou pas? Parce que le restaurant est ouvert. J'ai dit, non, je suis chez moi. Mais j'arrive et je suis à 900 mètres. Et j'adore cet esprit, cette village qui j'ai l'impression d'être dans une village. Il y a juste une chose qui manque, Nordine, c'est la mer. La mer, oui. Donc j'ai tout le temps dit que la mer, je le trouve à travers mes plats. Je voyage et on a la chance, on reçoit des poissons de l'arrivage directement de Bretagne tous les jours, tous les matins. On peut donc faire du couscous au poisson. Voilà, on fait du couscous au millet, au bar, au maigre sauvage et même au poulpe. Parce qu'en Tunisie, à un moment, les poissons, elle était moins chers que la viande. Parce qu'il n'y avait pas de froid. Les poissonniers, il faut qu'ils vendent sa pêche, sinon ils ne peuvent pas le garder. Ouais. Voilà. Donc les gens, ils font plus de poissons avec un petit budget. C'est une histoire spéciale que vous avez avec la mer. Ouais, l'envie de partir tout le temps. Et donc dans ma cuisine, tous les jours on change la carte, j'ai l'impression d'y partir. Mais ça fait 22 ans que je suis là. Alors on voyage virtuellement, on va les nommer quand même, ces épices et ces aromates qui vont donner justement cette touche particulière au couscous. Oui. Une épice en particulier que vous préférez, vous, Nordine? C'est ce qu'on appelle les ras el hanout, mais c'est pas vraiment ça. Normalement pour le couscous, on utilise les carvis et les coriandres moulus ensemble. Mais en Tunisie, il y a une épice qui s'appelle le bzar, ça veut dire les carvis et la coriandre, plus l'ail séché, parce qu'il n'y a pas de l'ail toute l'année. Donc on l'a fait sécher pour le mettre dedans.
légèrement un peu de gingembre, légèrement des pots de agrumes moulus. Et donc, chaque famille, elle essaye d'améliorer son couscous. Et est devenu cette épice qui s'appelle l'ebzar. C'est une épice à couscous qui est plus individuelle, ça va jamais rassembler à des familles, j'arrive pas le mot. Voisines. Voilà. Les bzars d'une famille à l'autre vont jamais se rassembler parce que chacun il va dire c'est la signature de la famille, la signature. l'identité, on va mettre un peu de romarin séché ou de thym séché dedans, ce qu'on va trouver aussi dans son environnement, ce qu'on a sous la main. Voilà, c'est l'idéal parce que le couscous vraiment, dès qu'on change de colline on change de tête de couscous. Et maintenant on trouve des couscous standards. Et à l'époque, ça n'existait pas. Alors, Nordine, le couscous que vous mangiez quand vous étiez petit dans votre famille, c'était lequel? C'était un couscous que j'aime bien. C'était un couscous à la viande séchée. C'est comme la viande des graisons, mais c'est le khedid. Quand il y a beaucoup de viande de mouton ou de bœuf, on les fait sécher, on les fait revenir dans sa graisse et on les garde comme un saucisse, on les garde dans sa graisse, un confit. Et donc, moi j'aime bien c'est le couscous des solutions. On se rabat sur la viande séchée parce que il n'y avait pas aujourd'hui des viandes. Et avec de l'oignon très cuite fondante, un légume qui est vraiment principal dans le couscous, c'est l'oignon. Beaucoup d'oignons, et c'est mieux qu'on les laisse entiers. Si on les laisse entiers, on garde va... son arôme, il garde sa saveur. Voilà, il est là, il va fondre, il va réduire, il est là. Mais quand on le coupe en morceaux, elle va dissoudre, mais on n'a pas ce plaisir de croquer dans l'oignon qui glisse comme ça, de douceur. Ça nous donne faim. Moi aussi, j'ai salive. Nordine, le couscous, et j'ai appris ça en écoutant une de vos interviews, parce que en ce moment vous êtes beaucoup dans les médias, et tant mieux. J'essaie de faire plaisir. Le couscous a une origine berbère. Oui, le couscous existe en Afrique du Nord, où il y avait les premiers habitants, c'est le berbère, avant les invasions génoises, romaines, arabes, la finale, mais personne l'a amené le couscous. Le couscous existe avant tout le monde, avant les frontières, et ça existe du sud de la Tunisie, un peu plus, jusqu'à la moitié de la Libye, jusqu'à une partie des Mauritanie. Tous ces gens-là, sur la côte de nos montagnes, où c'était habité et cuisiné du couscous. Donc le couscous, il est là, avant tout le monde, il est venu ni par la terre, ni par la mer. Il est là avant tout le monde. À l'origine. Des habitants qui ils moulaient leur graines de blé dans une petite meule en granit qui j'aimerais bien amener une, mais c'est très lourd, qu'il y en avait dans les grottes. À Tataouine, il y a des grottes où les Berbères habitaient et que j'ai visité juste l'année dernière. Et ils ont la meule pour moudre, concasser, on peut dire. Les blés et les cuirs à vapeur, et tout était en terre cuite. La couscoussière, elle était entièrement terre cuite. Après, les métal est venu, on a gardé que le chaudron en bas en ferraille, et là-haut, elle était en terre cuite parce qu'on ne peut pas percer le métal à l'époque. Et après, petit à petit, est devenue cette couscoussière d'aujourd'hui. Et c'est vraiment quand le jour qui va passer, j'espère, au mois de décembre, le couscous au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça sera un hommage à rendre à cette région, à cette population ancien comme tout de ce plat qui nourri. Donc une origine vraiment ancestrale. Oui. Ancrée dans ce bassin méditerranéen. Presque moyenâgeuse, je dirais aussi. Est-ce que vous vous êtes intéressé, vous, Nordine, justement, à retracer cette histoire, à retrouver les vraies racines du couscous, tout en l'adaptant à... J'ai cherché, j'ai lu, je me suis informé, mais on tombe tout le temps à une barrière qu'on peut pas aller plus loin. Et donc j'étais visité, j'ai fait mes efforts moi-même, j'ai visité les anciennes grottes et les anciennes habitations berbères. Je compris plus que ce qui est écrit sur le net ou sur les papiers. Et c'est pourquoi je participais, je voulais rendre un couscous pour tous et un couscous qui n'est pas figé dans une règle, pour rendre hommage à toute cette région. Et maintenant, elle est beaucoup aimée en France. Donc, je rends hommage aussi à le couscous français. Le couscous royal. Qu'on mange ici. Voilà. C'est un gourmandise d'amour. On veut tout avoir en même temps dans le même plat. Ouais. Mais ça existait en France. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un plat généreux. Heureusement qu'il existe, mais c'est un acte d'amour. Donc, c'est vrai, ça n'existait pas avant.
Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est comme ça. Ouais. Alors, j'ai vu aussi dans votre livre d'autres plats qui se nomment, alors, sefa. Ça fait tout ce qui est sec. Ouais. Tout ce qui est légèrement cuit. Vapeur. S-E-2-F-A. Voilà, les safas, c'est quand ça accroche à la gorge et c'est un peu pas trop arrosé. Ça peut être safa sucré et ça peut être le safa juste à l'huile d'olive ou avec les fonds de cuisson ou arrosé au lait. Ça fait tout ce qui est l'aspect un peu plus sec. Alors, il y a quelques recettes dans le livre. Ah oui, 100. De sefa. Ah, des safas, il y en a, ouais. Friquet. Les friquets, c'est les blés frais. Et les frics, c'est les en fait, quand on les chauffe avant, on les fait torréfier sur le feu de bois. Et les épis des blés. Et on les frique comme ça avec les mains. Quand on les frotte entre les mains, on récupère les grains. Et cette geste des friquets, c'est la geste qu'on écoute quand on frotte ses mains. Mais j'ai les mains mous maintenant à cause de la cuisine. Mais là-bas, ils avaient les mains plus canneuses. Donc, ils frottaient comme ça. Et ils ont la graine fraîche, qui est verte, chaude, tombée entre les mains. Ils s'appellent les friquets. Et c'est les blés frais, c'est les Beaujolais des blés. Voilà. C'est une belle image. Avant la récolte. On récupère un peu pour faire plaisir. Donc, ce sont des plats particuliers, quand même. Avec le friquet. Tout y correspond à une période de l'année ou à une période de maturité du blé ou de la saison. Donc, les friquets, on fait un peu, pas beaucoup, pour pas gaspiller, parce qu'on peut pas ramasser beaucoup de blé vert. Ça se garde pas avant. Maintenant, on les fait sécher au four, etc. Et on récupère un peu pour fêter l'arrivée de la belle récolte. C'est beau. Oui. Alors, on est en automne, on est au mois de novembre. Est-ce qu'il y a un couscous d'automne? Nordine. On est en automne, on a encore quelques légumes d'été qui sont là parce qu'il fait bon. Là, normalement, oui. Quoi, la courgette, par exemple? Oui, la courgette, les courges, ça démarre. J'ai même quelques aubergines qui en a encore. Et du coup, on commence à mettre les choux. Moi, j'adore le chou dans le couscous. Alors, un chou au couscous. Très, très bon. Un couscous au chou. Oui, le chou blanc, là, c'est très, très bon. Le pétiron, le courge, un peu de courgette, l'oignon et des céleri branches et un clou de girofle. Un seul clou de girofle va tout relever ça. Et avec ras el hanout, vous faire un bon couscous de légumes. Mais vraiment. Alors qu'avec des légumes, c'est presque. On peut faire végétarien. Oui, on peut faire qu'avec les légumes. On peut parfumer avec un seul morceau si on a de la viande, on a envie de mettre un saucisse de morteau, on peut. Tout est possible. Tout est possible. Si on a envie de se donner cette côté graisse et carniane, on peut. Mais il y a les pois chiches. Et avec le couscous, on boit du vin? On boit du vin. Alors moi, je conseille un vin pas très fort. Au contraire, les gens ils veulent un vin puissant, tana avec le couscous. Je préfère un vin, un Beaujolais, un Bourgogne, pour garder un Loire, voilà. Les saveurs, l'arôme des épices. Voilà, et surtout les légumes, le chou, les navets, les pétirons. Si on étouffe tout ça avec un syrah ou quelque chose de très puissant, on va perdre cette harmonie entre différents légumes. Bon, ça fait partie de l'identité de ce restaurant à mi-chemin, Nordine aussi, d'avoir des bons vins à consommer avec modération, bien sûr, évidemment, mais des bons conseils aussi de consommation de vins que vous sélectionnez, que Virginie aussi sélectionne. Virginie, elle a démarré dans les années 98, faire une carte des vins naturels sans soufre, des vins de la Loire. Elle est la première à Paris. Et ça continue, on a élargi la fourchette sur des autres régions, mais on a une première carte vin nature de France par Virginie. Magnifique. Magnifique. Virginie qui est là. Hein. Elle est tout le temps là. Si Virginie elle est pas là, je serais pas. C'est aussi une belle histoire, c'est une histoire de couple. Oui, on est vraiment dans l'égalité homme-femme, 100%. Et dans l'équilibre, l'un n'existait pas sans l'autre. C'était bien de la nommer aussi. Ah bah, c'est elle qui a tout démarré. Elle a ouvert le restaurant en 98. Elle a appelé à mi-chemin. Et moi, je suis venu 2 ans après. C'est génial. Et je me suis trouvé, ma place est déjà prête. À mi-chemin. C'était le lieu de rendez-vous. Oui. C'était le lieu du rendez-vous. On n'a plus rien à faire. Ah bah voilà. Il y avait. Alors, il y a un autre pays qui compte, évidemment, pour tous les deux, c'est la Corse. La Corse. On a trouvé les rochers, la côte sauvage de Bretagne.
Dans le Cap Corse. Des campers dans les Cap Corse. Et on a trouvé les figues des Barbaries où moi je suis grandi. Les figuiers, les figues des Barbaries, les palmiers en Corse. Et on a été une fois avant qu'on voyage en Tunisie. C'est mon premier voyage en France hors Paris. On était en Corse, on est tombé amoureux des gens, parce qu'on peut pas aimer une région sans aimer les habitants. Ouais. Nous, on aime les habitants, on aime les terroirs, on aime cette protection de l'île, on aime cet honneur, ce respect à la nature, aux femmes, aux enfants. Et au bon produit pour la cuisine, et des produits qui sont nobles. On parle beaucoup de produits corses, mais j'espère un jour on va parler de la cuisine corse, que quelqu'un va révéler cette cuisine, parce qu'on parle beaucoup sur le produit, mais moi je fais un peu ma part pour faire connaître, mais un jour on parlera des cuisines corses aussi, j'espère bientôt. Un savant mélange encore à venir, c'est chouette. On sent là. Alors Nordine, premier confinement vécu, deuxième confinement un peu particulier, différent du premier, mais voilà, la porte est toujours ouverte. On est tout le temps là dans notre poste, si chacun assume sa garde, donc je pense qu'on s'en sortira tous. Nous, on a décidé de nourrir et de faire à manger, de continuer à tisser des liens. Il y a beaucoup de gens seuls qui se présentent même pas pour prendre un plat. C'est cette soif de parler, d'échanger, de dire qu'on est tous là comme avant. Ils viennent chercher leur couscous, mais ils viennent aussi échanger quelque part. Échanger, se rassurer qu'on est là et qu'eux sont là surtout. Oui, c'est là. Parce que nous, s'ils viennent pas, on le voit pas. Mais nous, on est là. J'ai vu que vous aviez mis en place aussi un système de livraison. Oui, on a loué une voiture électrique et on livre à Virginie. Elle a la joie de livrer des personnes âgées, des familles, même dans le 7e, même en bas de la Seine. J'ai vu à vol d'oiseau, enfin, oui, presque à vol d'oiseau, dans la limite du raisonnable. Ah, vous voyez tout, Sophie. Ah oui. Oui. C'était bien cette phrase. Hein. C'est génial. Ah, c'est gentil. Ouais, c'est génial. Moi, je lis pas beaucoup de livres parce que je suis pas très habile à lire et j'ai pas le temps. Et du coup, j'écoute beaucoup les radios en podcast, mais énormément, et j'y réfléchis beaucoup. Ouais. Et donc, alors ça le voilà, à le vol d'oiseau. À vol d'oiseau, c'était une solution. Par la fenêtre. Nordine, s'il fallait ouvrir la fenêtre, c'est la question que je pose évidemment à mes invités, puisque le podcast c'est ouvrons la fenêtre. Oui. Là, on respire déjà, on respire l'air de la Tunisie, on respire l'air de la Corse, on sent toutes ces épices, ces arômes, ces herbes aromatiques et le couscous qui frétille. Oui. On ouvre la fenêtre. Qu'est-ce qu'on aimerait y voir? Qu'est-ce que vous aimeriez y voir, Nordine? Si on ouvre la fenêtre. Moi, un pêcheur au loin, dans une barque, des enfants qui jouent sur une plage et des personnes âgées assises derrière sur un banc. C'est beau? Oui. C'est magnifique, on est parti, ça y est. Voilà, c'est bien. On rêve. Ah voilà, exactement. Merci beaucoup, Nordine. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup à mon invité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du podcast ouvronslafenêtre.fr. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'attends vos commentaires et vos suggestions. N'hésitez pas, surtout, ça me permet de progresser. Et puis ça me donne des idées aussi d'autres invités. Et puis d'autres aussi viennent me trouver et se proposent. Donc voilà, le cercle s'élargit. Ouvrons la fenêtre, vous le savez, c'est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Sans les auditeurs, ce podcast ne serait rien. Je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et notamment Apple Podcast. Alors vous êtes nombreux à me demander pourquoi Apple Podcast, parce que c'est la seule plateforme de podcast qui permet d'améliorer le référencement et donc que ce podcast soit mieux connu et remonte dans les résultats de recherche. Voilà, vous savez tout. Merci à tous. Vous pouvez aussi contribuer financièrement via la cagnotte Tipeee en laissant quelques pourboires sur les épisodes qui vous plaisent le plus. Alors merci vraiment de votre fidélité et de votre confiance. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et surtout en cette période, portez-vous bien.